Hop, hop là. Bonjour, bonjour. On va poursuivre la lecture du roman de Jules Verne, Claudius Bombarnac. On en est au chapitre 11. Et il y en a 27. Je pense qu'on va en lire 2, peut-être 3 ce soir. Bonjour Natou. Je fais un rapide résumé de ce qui s'est passé dans les 10 premiers chapitres. On a notre ami Claudius Bombarnac, un reporter français qui voyage vers la Chine pour faire un reportage, des interviews pour le journal pour lequel il travaille, le journal qui s'appelle Le XXe siècle. Il a pris le train, le bateau, un autre train pour aller à Pékin. Il a fait la connaissance de plusieurs passagers, dont un Américain qui vend des fausses dents, une Anglaise qui vend des faux cheveux, un Roumain qui voyage clandestinement dans une caisse et quelques autres personnages. Bonjour Jépissé, bonjour Rhett, Amel, bonjour Nour. Alors on y va, c'est le chapitre 11. Les Khanates de Boukhari et de Samarcande formaient autrefois la Sogdiane, une satrapie persane, habitée par les Tadjiks puis par les Ouzbeks qui envahirent le pays à la fin du XVe siècle. Mais il y a lieu de s'inquiéter d'un autre envahissement infiniment plus moderne. C'est celui des Sables, depuis que les Saouls, destinés à fixer la dune, ont presque entièrement péri. Boukhara, c'était la capitale du Khanat, la Rome de l'islam, la noble cité, la cité des temples, le centre révéré de la religion mahométane. C'était la ville aux 7 portes, qu'une vaste enceinte entourait au temps de sa splendeur, et dont le commerce avec la Chine a toujours été considérable. Elle possède actuellement 80 000 habitants. Voilà ce que m'apprend le major Noltiz, en m'engageant à visiter cette métropole où il a plusieurs fois séjourné. Il ne pourra m'accompagner, ayant quelques visites à faire. Nous devons repartir dès 11 heures du matin, 5 heures de halte seulement, et encore la ville est-elle assez éloignée de la station. Si l'une n'était pas reliée à l'autre par un chemin de fer de Decauville, ce nom français à bonne tournure en pleine Sogdiane, le temps nous manquerait pour avoir même un léger aperçu de Boukhara. Il est convenu que le major prendra avec moi le Decauville, puis, parvenu à destination, il me laissera pour s'occuper de ses affaires. Je ne puis compter sur lui. Vais-je donc être réduit à ma seule personne? Est-il possible que pas un de mes numéros ne se joigne à moi? Récapitulons. Le seigneur Farusquiar. Il n'y faut pas plus songer qu'au mandarin Yen Lu, renfermé dans son catafalque roulant. Le seigneur Farusquiar, c'est quelqu'un qui veille sur le cadavre de Yen Lu, qui est rapatrié en Chine. Fulk et Frinel et Miss Horatia Bluette. Inutile de penser à eux quand il s'agit de palais, de minarets, de mosquées et autres inutilités archéologiques. Le trial et la Dugazon. Impossible, car Madame Caterna est fatiguée et Monsieur Caterna a le devoir de rester près d'elle. Les deux Célestes, ils ont déjà quitté la gare. Ah. Sir Francis Trevelyan. Pourquoi non? Je ne suis pas russe, et c'est aux Russes qu'il en veut. Ce n'est pas moi qui ai conquis l'Asie centrale. Essayons d'ouvrir ce gentleman si fermé. Je m'approche, je salue, je vais parler. Il s'incline à peine, me tourne les talons, et s'en va, l'animal. Notre ami Claudius Bombarnac cherche quelqu'un pour l'accompagner visiter la ville. Il ne trouve personne. Bonjour, Sidiou. Mais le Decauville lance ses derniers coups de sifflet. Le major et moi nous occupons un des wagons découverts. Une demi-heure après, la porte d'Hervaz est franchie. Le major me quitte et me voici errant à travers les rues de Boukhara. Si je disais aux lecteurs du XXe siècle que j'ai visité les 100 écoles de la ville, ces 300 mosquées, presque autant de mosquées qu'il y a d'églises à Rome, ils ne me croiraient pas, malgré la confiance que méritent incontestablement les reporters.
Aussi m'en tiendrai-je à la vérité vraie. En parcourant les rues poussiéreuses de la cité, je suis entré au hasard dans les édifices quelconques rencontrés sur ma route. Ici, c'est un bazar où l'on vend des tissus de coton à couleurs alternées, nommés aladja, des mouchoirs d'une légèreté arachnéenne, des cuirs travaillés à merveille, des soies dont le froufrou s'appelle tchakchuk, en langue boucariote, nom que Meilhac et Halévy ont sagement fait de ne pas donner à leur célèbre héroïne. Là, c'est un comptoir où l'on peut se procurer 16 espèces de thé, dont 11 sont de la catégorie des thés verts, les seuls qui soient en usage à l'intérieur de la Chine et de l'Asie centrale. Entre autres, le plus estimé, le Luca, dont il ne faut qu'une feuille pour parfumer toute une théière. Courage, je vous suis et j'aime ce que vous faites. Merci. Gastinez Nelson. Plus loin, je déambule le long du quai des réservoirs de Divan-Begi, bordant un des côtés d'une place carrée, plantée d'ormes. Non loin s'élève l'Arche, qui est le palais fortifié de l'émir, dont une horloge moderne décore la porte. Arminius Vambéry a trouvé ce palais d'un aspect sinistre, et je suis de son avis, bien que les canons de bronze qui en défendent l'entrée semblent plus artistiques que méchants. N'oublions pas que les soldats boucars qui se promènent à travers les rues, culottes blanches, tuniques noires, bonnets d'astrakhan, grandes bottes, sont commandés par des officiers russes, dorés sur toutes les coutures. J'aime bien tes vidéos, c'est très instructif. Merci, Émeric, l'homme libre. Près du palais, à droite, se dresse la plus vaste mosquée de la ville, la mosquée de Mesjidi Kelan, qui fut bâtie par Abdullah Khan Shebani. C'est un monde de coupoles, de clochetons, de minarets, dont les cigognes paraissent être des hôtes assidus, et de ces oiseaux-là, il y en a quelques milliers par la ville. Allant toujours à l'aventure, j'arrive sur les bords du Zarafshan, au nord-est de la ville. Ses eaux fraîches et limpides balaient les canaux une ou deux fois par quinzaine. Mesure de salubrité. Et, précisément, l'hygiénique introduction vient d'être faite. Hommes, femmes, enfants, chiens, bipèdes, quadrupèdes se baignent dans une promiscuité tumultueuse dont je ne saurais ni donner l'idée ni conseiller l'exemple. En suivant la direction du sud-ouest vers le centre de la cité, je croise au passage des groupes de derviches coiffés de bonnets pointus, le grand bâton à la main, la chevelure en coup de vent, s'arrêtant parfois pour prendre leur part d'une danse que n'auraient pas désavoué les fanatiques de l'Élysée-Montmartre, pendant qu'un cantique littéralement vociféré rythme leurs pas des plus caractéristiques. N'oublions pas que j'ai parcouru le marché aux livres. On y compte pas moins de 26 boutiques, où se vendent des imprimés et des manuscrits, non au poids comme du thé ou à la botte comme des légumes, mais sous forme d'une marchandise courante. Quant aux nombreux médressés, ces collèges qui ont donné à Boukhara un renom universitaire, je dois avouer que je n'en ai pas visité un seul. Harassé, fourbu, je reviens m'asseoir sous les ormes du quai de Divan-Begi. Là bouillent incessamment d'énormes samovars, et pour un teng ou 75 centimes, je m'abreuve de ce chivin, thé de provenance supérieure, et qui ne ressemble guère à celui que nous consommons en Europe, lequel a déjà servi, dit-on, à nettoyer les tapis du céleste empire. Hello, il gère Peter. Voilà le seul souvenir que j'ai gardé de la Rome turkestane. D'ailleurs, du moment qu'on n'y peut pas séjourner un mois, mieux vaut n'y demeurer que quelques heures. À 10h30, accompagné du major Noltids, que j'avais retrouvé au départ du Decauville, je débarque à la gare, dont les magasins sont encombrés de balles de coton boucariotes et de ponts de laine merlienne. Je vois d'un seul coup d'œil que tous mes numéros sont sur le quai, jusqu'au baron allemand. Ces numéros, c'est comme ça qu'il appelle les passagers du train. Il leur a donné des numéros à chacun. Tous mes numéros sont sur le quai, jusqu'au baron allemand. À la queue du train, les Persans montent fidèlement la garde autour du mandarin Yenlu. Il me semble que 3 de nos compagnons de voyage les observent avec une curiosité persistante. Ce sont ces Mongols, de mine suspecte, que nous avons pris à la station de Douchak.
En passant près d'eux, je crois même remarquer que le seigneur Farusquiar leur fait un signe dont je ne comprends pas le sens. Est-ce qu'il les connaît? Quoi qu'il en soit, cette circonstance m'intrigue. À peine le train a-t-il démarré que les voyageurs gagnent le dining car. Les places voisines de celles que le major et moi nous occupons depuis le départ sont libres, et le jeune Chinois, suivi du docteur Chowking, en profite pour se rapprocher. Pan Chao sait que j'appartiens à la rédaction du XXe siècle, et il a vraisemblablement autant le désir de causer avec moi que je l'ai de causer avec lui. Je ne me suis pas trompé, c'est un vrai Parisien du boulevard, sous l'habit d'un céleste. Il a passé 3 ans au milieu du monde où l'on s'amuse, et aussi du monde où l'on s'instruit. Fils unique d'un riche commerçant de Pékin, il a voyagé et voyage sous l'aile de ce Chowking, sorte de docteur qui est bien le plus nigaud des magots et des gogos, dont son élève se moque agréablement. Croirait-on que le docteur Chowking, depuis qu'il a découvert sur les quais de la Seine ce bouquin de Cornaro, ne cherche qu'à conformer son existence à l'art de vivre longtemps dans une santé parfaite. La mesure convenable du boire et du manger, le régime que l'on doit suivre en chaque saison, la sobriété qui donne la vigueur à l'esprit, l'intempérance qui cause de très grands maux, le moyen de corriger un mauvais tempérament et de jouir d'une excellente santé jusqu'à un âge très avancé. Cette ganache de Chinois chinoisant s'absorbe dans l'étude de ces préceptes si magistralement préconisés par le noble Vénitien. À ce sujet, Pan Chao ne cesse de le larder d'intarissables et piquantes plaisanteries, dont le bonhomme ne tient aucun compte. Et pas plus tard qu'à ce déjeuner, nous avons pu avoir quelque échantillon de sa monomanie, car le docteur, comme son élève, s'exprime dans un très pur français. Avant de commencer le repas, lui dit Pan Chao, rappelez-moi, docteur, combien il existe de règles fondamentales pour trouver la juste mesure du boire et du manger. 7, mon jeune ami, répond Chowking avec le plus grand sérieux. La première, c'est de ne prendre qu'une telle quantité de nourriture qu'on puisse ne pas moins s'en appliquer ensuite à des fonctions purement spirituelles. Là, il nous répète les bonnes manières, les manières de savoir-vivre qu'il a lues dans son livre. Et la seconde est de ne prendre qu'une telle quantité de nourriture qu'ensuite on ne ressente nul engourdissement, nulle pesanteur, nulle lassitude corporelle. La troisième, nous en resterons là pour aujourd'hui, si vous le voulez, docteur, répond Pan Chao. Voilà un certain Mintui qui me paraît fort bien accommodé. Et prenez garde, mon cher élève. Ce mets est une sorte de pudding de viande hachée mêlée de graisse et d'épices. Je crains que ce ne soit lourd. Aussi, docteur, je vous conseille de ne pas manger. Quant à moi, j'imiterai ces messieurs. Et c'est ce que fait Pan Chao, avec raison d'ailleurs, car le Mintui est délicieux. Ah, le Mintui, c'est le nom du plat. Tandis que le docteur Chowking se contente de ce coffre le plus léger au menu du jour. Il paraît même, d'après ce que nous dit le major Noltiz, que ces Mintui sautés à la graisse sont plus savoureux encore. Et pourraient-ils ne pas l'être, puisqu'ils prennent alors le nom de Zenbussis, ce qui signifie baiser de dame. Comme M. Catarna exprime son regret que ces Zenbussis ne figurent pas sur la carte du déjeuner, je me hasarde à dire: on peut trouver, il me semble, des Zenbussis ailleurs qu'en Asie centrale. Là-dessus, Pan Chao d'ajouter en riant: c'est encore à Paris qu'on les fabrique le mieux. Je regarde mon jeune Céleste avec quel appétit il opère, ce qui lui vaut les observations du docteur sur l'immodérée consommation qu'il va faire de son humide radical. Le déjeuner s'est prolongé fort gaiement. La conversation a porté sur les travaux des Russes en Asie. Pan Chao me semble être très au courant de leurs progrès. Non seulement ils ont créé le transcaspien, mais le transsibérien, étudié depuis 1888, est en cours d'exécution, et même très avancé déjà. Là, on apprend que les voies de chemin de fer sont en construction. Ce sont les Russes qui fabriquent les chemins de fer
pour traverser la Russie et aller jusqu'en Chine. Rappelons que ça se passe à la fin du 19e siècle. Salut, Fayetmi. Au premier tracé, par Issim, Omsk, Tomsk, Krasnojarsk, Nijni Ufinsky et Irkoutsk, on a substitué un second tracé, plus méridional, passant par Orenbourg, Akmolinsk, Minousinsk, Abatui et Vladivostok. Lorsque ces 6000 km de rails seront achevés, Pétersbourg sera à 6 jours de la mer du Japon. Et ce transsibérien, dont le développement dépassera celui du transcontinental des États-Unis, ne coûtera pas plus de 750 millions. On ne sait pas 750 millions de quelle monnaie. On imagine aisément que cet entretien sur l'œuvre moscovite n'est pas pour plaire à Sir Francis Trevelyan. Aussi bien qu'il ne se permette un seul mot, qu'il ne lève pas les yeux de son assiette, sa longue figure se colore-t-elle légèrement. Sir Trevelyan, c'est l'anglais, le passager anglais. Sachant que les Anglais sont jaloux des travaux russes concernant les chemins de fer. Et messieurs, dis-je alors, ce que nous voyons n'est rien auprès de ce que verront nos neveux. Nous voyageons aujourd'hui dans un train direct du Grand Transasiatique. Mais que sera-ce donc lorsque le Grand Transasiatique se raccordera au Grand Transafricain? Et comment l'Asie pourrait-elle être réunie par une voie ferrée à l'Afrique? Demanda le major Noltiz. Mais par la Russie, la Turquie, l'Italie, la France et l'Espagne. Les voyageurs iront de Pékin au cap de Bonne-Espérance sans transbordement. Et le détroit de Gibraltar, fit observer Pan Chao. À ce nom, Sir Francis Trevelyan dresse l'oreille. Dès que l'on parle de Gibraltar, il semble que tout le Royaume-Uni est agité d'un même tressaillement méditerranéo-patriotique. Gibraltar, c'est à la pointe sud de l'Espagne. C'est un petit territoire anglais. Oui, Gibraltar, reprend le major. On passera dessous, ai-je répondu. Un tunnel de 15 kilomètres. La belle affaire. Il n'y aura pas un parlement anglais pour s'y opposer, comme il le fait encore à propos du tunnel entre Calais et Douvres. Tout se fera un jour. Tout ce qui justifiera le vers Omnia jam fieri cae posse negabam. Mon étalage d'érudition latine ne fut guère compris que du major Noltiz, et j'entends M. Caterna dire à sa femme « Ça, c'est du volapuc ». Ce qui n'est pas douteux, reprend Pan Chao, c'est que l'empereur de la Chine a été fort avisé en donnant la main aux Russes, de préférence aux Anglais. Au lieu de s'obstiner à établir les railways stratégiques de la Mandchourie, qui n'auraient jamais eu l'approbation du tsar, le Fils du ciel a préféré se relier avec le Transcaspien à travers la Chine et le Turkestan chinois. Et il a sagement agi, ajoute le major. Avec les Anglais, c'est seulement l'Inde reliée à l'Europe. Avec les Russes, c'est le continent asiatique desservi tout entier. Je regarde Sir Francis Trevelyan. La coloration de ses pommettes s'accentue, mais il ne bronche pas. Je me demande si ces attaques dans une langue qu'il comprenait parfaitement ne vont pas le faire sortir enfin de son mutisme. Et pourtant, s'il m'avait fallu parier pour ou contre, j'eusse été fort embarrassé. Le major Noltiz reprend alors la conversation en indiquant les incontestables avantages du grand transasiatique au point de vue des relations de commerce entre l'Asie et l'Europe, de la sûreté et de la rapidité des communications. Les anciennes haines disparaissent peu à peu devant l'influence européenne. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour ces populations, et en cela il faut convenir que l'œuvre des Russes mérite l'approbation de toutes les nations civilisées. Ne sont-elles pas justifiées ces belles paroles prononcées par Skobelev après la prise de Geoktépé, lorsque les vaincus pouvaient craindre les représailles des vainqueurs? Dans la politique de l'Asie centrale, nous ne connaissons pas de paria. Et cette politique, dit en finissant le major, fait notre supériorité sur l'Angleterre. Personne ne peut être supérieur aux Anglais. Telle est la phrase que j'attendais de Sir Francis Trevelyan, phrase que les gentlemen du Royaume-Uni prononcent, dit-on, en venant au monde. Il n'en fut rien.
Mais lorsque je me levai pour porter un toast à l'empereur de Russie et aux Russes, à l'empereur de la Chine et aux Chinois, Sir Francis Trevelyan, sentant que sa colère allait déborder, quitta brusquement la table. Décidément, ce n'est pas encore aujourd'hui que je connaîtrai la couleur de ses paroles. Il va sans dire que, pendant cette conversation, le baron Weschnitzerdorfer ne s'est occupé que de dévaliser chaque plat, à l'extrême ébahissement du docteur Choking. Voilà un Allemand qui n'a jamais lu les préceptes de Cornaro, ou s'il les a lus, qu'il les transgresse d'une façon outrageuse. Il est possible d'ailleurs qu'il ne sache pas le français, et n'ait rien compris à ce que nous avons dit en cette langue. C'est, j'imagine, aussi la raison pour laquelle le seigneur Faruscar et Gangir n'ont pu y prendre part. À peine ont-ils échangé quelques paroles en chinois. Je dois cependant noter un détail assez bizarre et qui n'échappa point au major. Interrogé sur la sécurité des communications à travers l'Asie centrale du courant transasiatique, Pan Chao nous avoua que cette sécurité était moins affermie au-delà de la frontière Turkestan. C'est bien ce que m'avait dit le major Noltiz. Je fus alors amené à demander au jeune Céleste s'il avait entendu parler du fameux Kit Sang avant son départ pour l'Europe. Kit Sang, c'est un célèbre brigand chinois. Souvent, me répond-il, car Kit Sang opérait alors à travers les provinces du Yunnan, et j'espère que nous ne le rencontrerons pas sur notre route. Sans doute, j'avais imparfaitement prononcé le nom de ce célèbre bandit, car c'est à peine si je compris Pan Chao lorsqu'il l'articula avec l'accent de sa langue natale. Eh bien, ce que je crois pouvoir affirmer, c'est que, au moment où il répéta le nom de Kit Sang, le seigneur Farusquiar fronça le sourcil, et ses yeux jetèrent un éclair. Puis, ayant regardé son compagnon, il reprit son indifférence habituelle à tout ce qui se disait autour de lui. Coucou, Tulcum. Décidément, j'aurais quelque peine à forcer l'intimité de ce personnage. Ces Mongols sont fermés comme des coffres fichets, et quand on n'a pas le mot, il est difficile de les ouvrir. Cependant, le train avait filé avec une extrême rapidité, en service ordinaire, lorsqu'il dessert les 11 stations établies entre Bukhara et Samarcande, il y emploie la journée entière. Cette fois, il ne lui fallut que 3 heures pour franchir les 200 kilomètres qui séparent les deux villes, et à 2 heures de l'après-midi, il entrait dans l'illustre cité de Tamerlan. Fin du chapitre. Fin du chapitre, le train arrive à Tamerlan. On continue la lecture. Chapitre 12. Samarcande est située au milieu de cette riche oasis qu'arrose le Zarafshan, à travers la vallée de Sogd. Une petite brochure dont j'ai fait achat à la gare m'apprend que cette grande cité pourrait bien occuper un des 4 emplacements où les géographes s'accordent à placer le paradis terrestre. Je laisse cette discussion aux exégètes de profession. Incendiée par les armées de Cyrus 329 ans avant Jésus-Christ, Samarcande fut en partie détruite par Gengis Khan vers 1219. Devenue la capitale de Tamerlan, cette situation, dont elle pouvait certainement s'enorgueillir, ne l'empêcha pas d'être ravagée par les nomades du XVIIIe siècle. On le voit, c'est avec ces alternatives de grandeur et de ruines qu'ont débuté les villes importantes de l'Asie centrale. 5 heures d'arrêt à Samarcande, pendant le jour. Voilà qui me promet quelques agréments et quelques pages de copie. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Comme de juste, la ville est double. L'une qui a été bâtie par les Russes, toute moderne, avec des parcs verdoyants, des avenues plantées de bouleaux, des palais, des cottages. L'autre, ancienne riche encore, des magnifiques restes de sa splendeur, et qui exigerait plusieurs semaines pour être consciencieusement étudiée. Cette fois, je ne serai pas seul. Le major Noltiz est libre. Il m'accompagnera. Nous étions déjà hors de la gare lorsque monsieur et madame Caterna se présentent. Vous allez courir la ville, monsieur Claudius me demande le trial en arrondissant son geste de manière à figurer la vaste enceinte de S. Amarcande. C'est notre intention, monsieur Caterna. Si le major Noltiz et vous étiez assez aimable pour me permettre de me joindre. Comment donc?
Avec Madame Quaterna, car je ne fais rien sans elle, notre exploration n'en sera que plus agréable, répond le major en s'inclinant devant l'aimable du gazon. Et moi d'ajouter. Afin d'éviter la fatigue et de gagner du temps, mes chers compagnons, j'offre une harba. Une harba, s'écrie M. Catarna en se déhanchant. Qu'est-ce que cela peut être, une harba? Une voiture du pays. Va pour une harba. Nous envahissons une de ces caisses roulantes qui stationnaient devant la gare. Sous promesse d'un bon silao ou pourboire, le yemtchik ou cocher nous promet de donner des ailes à ces deux colombes, autrement dit, ces deux petits chevaux. Et nous sommes partis d'un bon train. Nous laissons sur la gauche la ville russe, disposée en éventail, la maison du gouverneur, environnée de beaux jardins, le parc public et ses allées enfouies sous de frais ombrages, puis l'habitation du chef de district qui entame un peu l'emplacement de la vieille ville. En passant, le major nous montre la forteresse que notre harba contourne. Là sont creusées les tombes des soldats russes morts à l'attaque de 1868 dans le voisinage de l'ancien palais de l'émir de Boukhara. De ce point, par une rue étroite mais rectiligne, notre harba arrive sur la place du Rigistan, qu'il ne faut pas confondre avec la place du même nom à Boukhara, fait observer naïvement ma brochure. Beau quadrilatère, peut-être un peu gâté par ce fait que les Russes l'ont agrémenté de pavés et orné de candélabres, ce qui plaira certainement à Fulk et Fresnel, s'ils se décident à visiter Samarcande. Sur 3 côtés de cette place se dressent les ruines bien conservées de 3 médressés, où les mollahs donnent aux enfants une instruction très complète. Ces médressés, on compte 17 de ces collèges à Samarcande et 85 mosquées. Ces médressés s'appellent Tilakari, Shirdar et Oulong Beg. D'une façon générale, on peut dire qu'ils se ressemblent. Portique au centre, conduisant aux cours intérieures, murs en briques émaillés, teintes de jaune pâle et de bleu tendre, arabesques dessinées en lignes d'or sur fond de bleu, turquoise, la couleur dominante, minarets inclinés qui menacent de tomber et ne tombent jamais, heureusement, pour leur revêtement d'émail, que l'intrépide voyageuse, Madame de Ujfalvi-Bourdon, déclare très supérieur à celui de nos plus beaux émaux craquelés. Il ne s'agit pas là d'un vase à mettre sur une cheminée ou sur un socle, mais de minarets de belle hauteur. Amine, salut cher Guillaume, toujours à la hauteur, merci Amine. Samy. Ces merveilles sont encore en l'état où les trouva Marco Polo, le voyageur vénitien du XIIIe siècle. Eh bien, messieurs Bombarnac, demande le major, n'admirez-vous pas cette place du Rigistan? Elle est superbe, dis-je. Oui, répond notre trial, et quel magnifique décor pour un ballet. Caroline. Cette espèce de mosquée au côté jardin et cette autre au côté cour. Tu as raison, Adolphe, dit la du gazon. Mais peut-être faudrait-il redresser les tours pour la régularité et planter au milieu des fontaines lumineuses. Excellente idée, Caroline. Voyons, faites-nous un drame, monsieur Claudius, un drame à grand spectacle, avec un troisième acte dans ce décor. Quant au titre, Tamerlan est tout indiqué, ai-je répondu. Là, ceux qui parlent, ce sont 2 comédiens français qui s'imaginent faire une pièce dans cette place. Le trial me semble faire une moue très significative. Le conquérant de l'Asie lui paraît manquer d'actualité. Il n'est pas assez fin de siècle. Et d'ailleurs, se penchant vers sa femme, M. Catarnas s'empresse d'ajouter. Comme place, j'ai vu mieux que cela à la porte Saint-Martin, dans Le Fils de la nuit. Et moi au Châtelet, dans Michel Strogoff. Michel Strogoff, c'est un roman de Jules Verne. Le mieux est de laisser dire nos 2 comédiens. Ils ne voient toute chose qu'au point de vue du théâtre. Ils préfèrent les bandes d'air et de feuillage à l'azur du ciel et à la ramure des forêts, les toiles agitées à la houle de l'océan, les perspectives d'un rideau de fond au site que ce rideau représente, un décor de Cambon, de Rubé ou de Jambon à n'importe quel paysage. Enfin, l'art à la nature. Ce n'est pas moi qui essaierai de modifier leurs idées à ce sujet. Comme j'avais prononcé le nom de Tamerlan, je demande au major Noltitz si nous n'irons pas visiter le tombeau de ce célèbre Tartare. Le major me répond que nous le verrons en revenant
et notre itinéraire nous conduit en face du grand bazar de Samarcande. L'arba s'arrête à l'une des entrées de cette vaste rotonde, après nous avoir fait capricieusement traverser une partie de la vieille ville, dont les maisons n'ont qu'un rez-de-chaussée, sans aucune apparence de confort. Voici le bazar où sont accumulées en quantité énorme des étoffes de laine, des tapis moquettes aux couleurs vives, des châles d'un joli dessin, le tout jeté pêle-mêle sur le comptoir des échoppes. C'est devant ces étalages que le vendeur et l'acheteur discutent bruyamment les conditions du moindre marché. Parmi ces étoffes se trouve un tissu de soie nommé canaou, qui paraît très recherché des élégantes samarcandaises, bien qu'il soit loin de valoir les produits similaires de la fabrication lyonnaise, ni en qualité ni en éclat. Cependant, Madame Caterna paraît extraordinairement tentée, comme elle serait devant les rayons du Bon Marché ou du Louvre. Le bazar de Samarcande. Voici une étoffe qui ferait de l'effet pour mon costume de la grande duchesse, dit-elle. Et voilà des pantoufles qui auraient un rude succès dans Ali Bajou du Caïd, dit M. Catarna. Et tandis que la Dugazon fait emplette d'un coupon de canaou, le Trial se paie une paire de ces babouches vertes que chaussent les Turcomènes avant de franchir le seuil des mosquées. Mais ce ne fut pas sans avoir recouru à la complaisance du major, qui voulut bien servir d'interprète entre M. Catarna et le marchand, dont les yoc-yoc éclataient comme une pétarade hors de sa large bouche. L'arba repart et se dirige vers la place de Ribi Kanim, où s'élève la mosquée de ce nom, qui fut celui de l'une des femmes de Tamerlan. Si cette place n'est pas aussi régulière que celle du Réguistan, elle est peut-être plus pittoresque, à mon avis. Ruines curieusement groupées, restes d'arcades, voûtes fendues, coupoles à demi décoiffées, piliers sans chapiteaux, dont les fûts ont conservé toute la vivacité de leur émail, puis une longue suite de portiques surbaissés qui ferment un côté de ce vaste quadrilatère. Cela est vraiment d'un grand effet, car ces vieux monuments de la splendide Samarcande se détachent sur un fond de ciel et de verdure dont on chercherait en vain l'équivalent. Même à l'opéra n'en déplaise à notre trial. Mais je dois en convenir, nous éprouvons une impression plus profonde, lorsque, vers l'extrémité nord-est de la ville, l'Arba nous a déposés en face de la plus belle des mosquées de l'Asie centrale, la mosquée de Chassindé, qui date de l'an 795 de l'Hégire à l'an 795 de l'Hégire, qui correspond à l'an 1392 de notre ère. Je ne puis, au courant de la plume, donner une idée de cette merveille. Lorsque j'aurai enfilé les mots mosaïque, fronton, tympan, bas-relief, niche et mots encore bellement dans le chapelet d'une phrase, le tableau serait toujours incomplet. Ce sont des coups de pinceau qu'il faudrait, non des coups de plume. L'imagination demeure confondue devant ces restes de la plus splendide architecture que nous ait légué le génie asiatique. C'est au plus profond de cette mosquée que les fidèles vont adorer le tombeau de Cassim Ben Abbas, un saint vénéré de la religion musulmane. Et, paraît-il, si l'on ouvrait ce tombeau, ce serait un vivant qui en sortirait dans toute sa gloire. Seulement l'expérience n'a pas été faite, et l'on préfère s'en tenir à la légende. Nous avons dû nous arracher à cette contemplation, et nous eûmes la chance que ni monsieur ni madame Caterna ne troublèrent notre extase en évoquant leurs souvenirs de théâtre. Ils avaient partagé notre impression, sans doute. Nous reprenons place dans l'Arba, et le Yemtchik nous enlève au galop de ses colombes à travers des rues ombragées que l'administration russe entretient avec soin. Au long de ces rues, nombre de passants méritent d'être regardés. Ils portent des costumes très divers, des calates aux couleurs chatoyantes, et leur tête est enturbanée de façon très coquette. Du reste, les types doivent être et sont mélangés au milieu d'une population qui se chiffre par près de 40 000 habitants. Pour la plupart, ils appartiennent à la race des Tadjiks, d'origine iranienne. Ce sont de forts gaillards dont la peau blanche a disparu sous le haie du plein air et du plein soleil. Le haie. Je vais aller voir ce que ça veut dire le haie. Le haie, H-A-I-E. H-A-I-E. Alignement d'arbres et d'arbustes qui marque la limite entre deux parcelles, entre deux propriétés. Bon, ça c'est une haie.
c'est une haie. Et un haie, je ne sais pas ce que c'est. Je ne trouve pas. Je reproduis ici ce que j'ai retrouvé en lisant l'intéressant récit de Madame de Huchefalvy-Bourdon. Les cheveux sont généralement noirs, ainsi que la barbe qui est très abondante. Les yeux ne sont jamais relevés des coins et sont presque toujours bruns. Le nez est très beau, les lèvres sont fines, les dents sont petites. Le front est haut, large, et l'ensemble de la face est ovale. Aussi ne puis-je retenir un signe d'approbation lorsque M. Catarna s'écrie à la vue de l'un de ces Tadjiks, superbement drapé dans son khalat multicolore. Quel beau grand premier rôle! Quel admirable mélingue! Le voyez-vous dans le Nana Sahib de Richepin ou le Chamil de Meurice? Il ferait de l'argent, répond Madame Catarna. S'il en ferait, je te crois, Caroline, réplique l'enthousiaste Trial. Et pour lui, comme pour tant de gens de théâtre, la recette n'est-elle pas la plus sérieuse et la moins discutable manifestation de l'art dramatique? Il est déjà 5 heures, et en cette incomparable cité de Samarcande, les décors succèdent aux décors. Bon, voilà que cela me gagne. Certainement le spectacle finira après minuit, mais puisque nous partons à 8 heures, il faut se résigner à perdre la fin de la pièce. Comme je tenais, ne fût-ce que pour l'honneur du reportage, à ne point être passé à Samarcande sans avoir vu le tombeau de Tamerlan, Larba revient vers le sud-ouest et s'arrête près de la mosquée de Gourémir, voisine de la ville russe. Quel quartier sordide! Quel entassement de maisons d'argile et de paillis! Quelle agglomération de misérables masures nous venons de traverser! La mosquée a grand air. Elle est coiffée de son dôme où domine le bleu cru de la turquoise comme d'un bonnet persan, et son unique minaret, maintenant décapité, étincelle d'arabesques émaillées qui ont gardé leur pureté antique. Nous avons visité la salle centrale sous la coupole. Là se dresse le tombeau du boiteux de fer. Ainsi appelait-on Timour le Conquérant. Entouré des 4 tombes de ses fils et de son saint patron, c'est sous une pierre de jade noire, brodée d'inscriptions, que blanchissent les os de Tamerlan, dont le nom semble résumer tout le XIVe siècle de l'histoire asiatique. Les murs de cette salle sont plaqués de jade où se dessinent d'innombrables rinceaux, et une petite colonne élevée vers le sud-ouest marque la direction de la Mecque. Madame de Huff... Elle a un drôle de nom, elle. Madame de Huchefalvy-Bourdon a justement comparé cette partie de la mosquée de Gourémir à un sanctuaire, et c'est l'impression que nous avons éprouvée. Cette impression a pris une teinte plus religieuse encore lorsque, par un escalier étroit et obscur, nous sommes descendus jusqu'à la crypte qui renferme les tombeaux des femmes de Tamerlan et de ses filles. Mais enfin, ce Tamerlan, demande M. Catarna, ce Tamerlan dont il est toujours question. Ce Tamerlan, répondit le major Noltids, fut l'un des plus grands conquérants du monde, le plus grand même si l'on mesure la grandeur à l'étendue des conquêtes. L'Asie à l'est de la mer Caspienne, la Perse et les provinces au nord de sa frontière, la Russie jusqu'à la mer d'Azov, l'Inde, la Syrie, l'Asie mineure, enfin la Chine sur laquelle il jeta 200 000 hommes, il eut un continent tout entier pour théâtre de ses guerres. Merci pour la rose, Booba USA. Et il était boiteux, fit observer madame Catarna. Oui, madame, comme Jane Cyric, comme Shakespeare, comme Byron, comme Walter Scott, comme Talleyrand, ce qui ne l'a pas empêché de faire beaucoup de chemin. Mais fanatique et sanguinaire, par exemple. L'histoire affirme qu'il fit massacrer à Delhi 100 000 captifs et ériger à Bagdad un obélisque de 80 000 têtes. J'aime mieux celui de la place de la Concorde, répondit M. Catarna, et puis il est d'un seul morceau. Sur cette observation, nous quittons la mosquée de Gourémir, et vu qu'il est temps de rappliquer, dit notre trial, Larba se hâte de se diriger vers la gare. Pour mon compte, en dépit des observations du couple Catarna, j'étais tout à ce sentiment si pénétrant de la couleur locale que donnent les merveilles de Samarcande, lorsque je fus brutalement ramené à la réalité moderne. Dans les rues, oui, dans les rues voisines de la gare,
en pleine capitale de Tamerlan, je vois passer 2 vélocipédistes achevalés sur leurs vélocipèdes. Première fois que je vois des vélos dans un roman de Jules Verne. Ah, s'écrie M. Catarna, des messieurs à roues. Et ces messieurs étaient d'origine turcomène. Après celle-là, il n'y avait plus qu'à fuir une ville à ce point déshonorée par ses chefs-d'œuvre de la locomotion mécanique. Et c'est ce que fit notre train à 8 heures du soir. Il n'y avait plus qu'à fuir une ville à ce point déshonorée par ses chefs-d'œuvre de la locomotion mécanique. Je comprends pas ce qu'a voulu dire Jules Verne. Il parle des vélos comme des chefs-d'œuvre mécaniques, mais qui déshonorent la ville. J'ai pas bien compris. Fin du chapitre. Allez, je lis un troisième chapitre pour ce soir. Le chapitre 13. Nous avons dîné 1 heure après le départ du train. À l'intérieur du wagon-restaurant figurent quelques nouveaux convives. Entre autres 2 nègres que M. Catarna appelle volontiers des hommes sombres. Bon, Jules Verne est un tout petit peu raciste. Aucun de ces voyageurs, m'a dit Popov, ne doit dépasser la frontière russo-chinoise. Il ne m'intéresse donc que peu ou point. Pendant le dîner auquel tous mes numéros assistent, j'en ai 12, et j'imagine que je n'irai pas au-delà, je m'aperçois que le major Noltids ne cesse d'observer le seigneur Saruskiar. Est-ce qu'il commence à le suspecter? Est-ce qu'il ajoute quelque importance à ce que ce Mongol semble connaître, sans en avoir l'air? Ces 3 voyageurs de 2e classe, mongols comme lui. Est-ce que son imagination travaille avec la même activité que la mienne? Et se demande-t-il s'il faut prendre au sérieux ce qui n'a été qu'une plaisanterie de ma part? Que moi, homme de lettres, chroniqueur à la recherche de situations, à la poursuite de la saine affaire, si obstinément réclamé tous les lundis par mon ami Sarcey, il me plaise de voir dans ce personnage un rival du fameux Kitsang, ou Kitsang lui-même. Cela se peut comprendre. Mais lui, un homme grave, un médecin de l'armée russe, s'abandonner à de telles combinaisons de scénarios, personne ne voudrait le croire. Qu'importe, nous en reparlerons. Quant à moi, j'ai bientôt oublié ce Mongol pour l'homme colis sur lequel, à mon sens, doivent se concentrer tous mes efforts. L'homme colis, c'est le passager clandestin qui voyage dans une caisse, on ne sait toujours pas ce qu'il fait dans cette caisse. Quelque fatigue que je ressente après cette longue promenade à travers Samarcande, si l'occasion se présente de lui rendre visite, cette nuit, j'en profiterai. Claudius Bombarnac a repéré un homme qui se cache dans une caisse, qui voyage clandestinement. Il est le seul à l'avoir repéré et il essaye de percer ce mystère. La distance qui sépare Samarcande de Tashkent est de 300 km. Le train n'arrivera pas en gare avant 7 heures du matin. Il ne doit s'arrêter que 3 fois à des stations intermédiaires pour faire de l'eau et du combustible. Circonstance favorable à la réussite de mon projet. J'ajoute que la nuit est sombre, le ciel couvert, sans lune, sans étoiles. La pluie menace, le vent fraîchit. Ce n'est point un temps à se promener sur les plateformes, et personne ne s'y promènera. L'important, c'est de choisir le moment où Popov sera au plus fort de son sommeil. Là, il attend le meilleur moment pour ne pas être repéré quand il va voir le passager clandestin dans sa caisse. Du reste, il n'est pas nécessaire que notre entrevue se prolonge. Que ce brave garçon soit rassuré, c'est l'essentiel, et il le sera dès que nous aurons fait connaissance. Quelques renseignements sur son compte, sur mademoiselle Zinka Klork, d'où il vient, pourquoi il se rend à Pékin, les raisons qui lui ont fait choisir ce mode de transport, ses ressources pour le voyage, comment il est installé dans cette caisse, son âge, sa profession, son lieu de naissance, ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il espère dans l'avenir, etc. Enfin, tout ce que comprend un reportage consciencieux. Voilà ce que je désire savoir de lui. Voilà ce que je lui demanderai. Ce n'est pas être trop exigeant. Et d'abord, attendons que le wagon soit endormi. Cela ne tardera pas, car mes compagnons sont plus ou moins fatigués des heures passées à Samarcande.
Les couchettes ont été formées après le dîner. Quelques voyageurs ont essayé de fumer sur les plateformes, mais les rafales les en ont bientôt chassés. Chacun a repris sa place sous les lampes voilées de rideaux, et vers 10h30, la respiration des uns, le ronflement des autres rivalisent avec le grincement continu du train sur l'acier des rails. Salut Ramadagabdou. Je suis resté le dernier à prendre l'air, et Popov échange 2 ou 3 mots avec moi. Nous ne serons pas dérangés cette nuit, me dit-il, et je vous engage à en profiter pour faire un bon somme. La nuit prochaine, à travers les défilés du Pamir, nous ne voyagerons pas si tranquillement, je le crains. Merci Popov, je vais suivre votre conseil et dormir comme une marmotte. Ce qui est faux puisqu'il va aller voir le passager clandestin. Popov me souhaite le bonsoir et rentre dans sa logette. Il me paraît inutile de regagner ma place à l'intérieur du wagon. Je reste sur la plateforme. Impossible de rien voir ni à gauche ni à droite du railway. L'oasis de Samarcande a été franchie déjà, et c'est à la surface d'une longue plaine horizontale que se développe actuellement la voie ferrée. Plusieurs heures s'écouleront avant que le train rencontre le Sir Daria, dont le passage a nécessité l'établissement d'un pont semblable à celui de l'Amou Daria, mais de moindre importance. Il est à peu près 11h30 lorsque je me décide à ouvrir la porte du fourgon que je referme derrière moi. Je n'ignorais pas que le jeune Roumain n'était pas toujours enfermé dans sa boîte, et il pouvait se faire qu'en ce moment la fantaisie lui eût pris de se dégourdir les jambes en se promenant d'un bout à l'autre du fourgon. L'obscurité est complète. Aucun jet de lumière ne filtre par les trous de la caisse. Cela me semble préférable. Mieux vaut que mon numéro 11 ne soit pas surpris par une trop brusque apparition. Il dort sans doute. Je frapperai 2 petits coups au panneau, je le réveillerai, et nous nous serons expliqués avant qu'il ait pu faire un mouvement. Cela ira tout seul. Je marche en tâtonnant. Ma main rencontre la caisse. J'appuie mon oreille sur sa paroi antérieure et j'écoute. Pas un remuement, pas un souffle. Est-ce que mon homme n'est plus là? Est-ce qu'il a pris le parti de s'évader? Est-ce qu'il est descendu à l'une des gares sans que je m'en sois aperçu? Est-ce que ma chronique s'est échappée avec lui? En vérité, je suis d'une inquiétude. J'écoute attentivement. Non, il n'a pas pris la fuite. Il est blotti entre les parois de la boîte. J'entends distinctement sa respiration, régulière et prolongée. Il dort. Il dort du sommeil de l'innocent, lui qui n'aurait droit qu'au sommeil du coupable, ce fraudeur de la compagnie du grand transasiatique. Et oui, puisqu'il est clandestin. Mais le but de Claudius n'est pas de le dénoncer, juste de savoir qui il est. Je vais bien, merci. J'allais frapper lorsque le sifflet de la locomotive lance ses rossignolades stridentes au passage d'une station. Mais le train ne doit pas s'y arrêter, je le sais. J'attends que les sifflements aient cessé. Je frappe alors le panneau d'un coup léger. Aucune réponse ne m'est faite. Cependant, le bruit de respiration est moins accentué que tout à l'heure. Nouveau coup, plus fort. Cette fois, il est suivi d'un mouvement involontaire de surprise et d'effroi. Ouvrez, ouvrez, dis-je en langue russe. Nulle réponse. Ouvrez, repris-je. C'est un ami qui vous parle. Vous n'avez rien à craindre. Si le panneau ne s'est point abaissé, comme je l'espérais, le craquement d'une allumette se fait entendre. Du moins, et une faible lumière éclaire l'intérieur de la caisse. Salut, ça passe. Ça veut dire quoi, ça passe? Je regarde le prisonnier à travers les trous de la paroi. Sa figure est décomposée, ses yeux sont hagards. Il ne sait s'il dort ou s'il rêve. Ouvrez, mon ami, dis-je, ouvrez et ayez confiance. J'ai surpris votre secret, je n'en dirai rien. Au contraire, je puis vous être utile. Le pauvre homme a l'air d'être plus rassuré, bien qu'il reste immobile. Vous êtes roumain, je pense, ajoutai-je, et moi je suis français. Français? Vous êtes français? Et cette réponse m'est faite dans ma propre langue avec un accent étranger. Un lien de plus entre nous. Le panneau a glissé le long de sa coulisse, et à la lueur de la petite lampe, je puis examiner mon numéro 11, auquel je vais enfin donner une désignation moins arithmétique.
Personne ne peut nous voir ni nous entendre, me demande-t-il d'une voix à demi suffoquée. Personne. Le chef du train, il dort. Mon nouvel ami me prend les mains, il me les serre. Je sens que c'est un appui qu'il cherche. Il comprend qu'il peut compter sur moi. Et pourtant, sa bouche murmure encore. Ne me trahissez pas, ne me trahissez pas. Vous trahir, mon garçon? Est-ce que les journaux de France n'ont pas été sympathiques à ce petit tailleur autrichien, à ces deux fiancés espagnols, qui se sont fait expédier dans les conditions où vous êtes? Est-ce qu'ils n'ont pas ouvert des souscriptions en leur faveur? Et pouvez-vous craindre que moi, chroniqueur, moi, journaliste, vous êtes journaliste? Claudius Bombarnac, correspondant du XXe siècle. Un journal français? Oui, vous dis-je. Et vous allez jusqu'à Pékin? Jusqu'à Pékin. Ah, monsieur Bombarnac, c'est Dieu qui vous a mis sur ma route. Non, ce sont les directeurs de mon journal, et ils m'ont délégué les pouvoirs qu'ils tiennent de la Providence. Courage et confiance. Tous les services que je serai en mesure de vous rendre, je vous les rendrai. Merci, merci. Comment vous nommez-vous? Kinko. Kinko, nom excellent. Excellent. Pour mes articles. Vous êtes roumain, n'est-ce pas? Roumain de Bucarest. Mais vous avez dû vivre en France? 4 ans à Paris, où j'étais apprenti tapissier au faubourg Saint-Antoine. Et vous êtes revenu à Bucarest? Oui, afin d'y travailler de mon état, jusqu'au jour où il m'a été impossible de résister au désir de partir. De partir, et pourquoi? Pour me marier. Vous mariez avec mademoiselle Zinka? Zinka? Oui, mademoiselle Zinka Clark, avenue Chakwa, Pékin, Chine. Vous savez? Sans doute l'adresse est sur votre caisse. C'est juste. Quant à mademoiselle Zinka Clark, c'est une jeune roumaine. Je l'ai connue à Paris, où elle apprenait l'état de modiste. Oh, charmante! J'en étais sûr, n'insistez pas. Elle est aussi revenue à Bucarest. Puis on lui a demandé de venir diriger une maison de mode à Pékin. Nous nous aimions, monsieur. Elle est partie. Et voilà 1 an que nous sommes séparés. Il y a 3 semaines, elle m'a écrit. Ça allait très bien là-bas. Si je pouvais la rejoindre, je me ferais une position. Nous ne tarderions pas à nous marier. Elle avait déjà quelques économies. Je gagnerais bien vite autant qu'elle, et je me suis mis en route, à mon tour, pour la Chine. Dans cette boîte, que voulez-vous, monsieur Bombarnac? Me répond Kinko en rougissant. Je n'avais pas d'argent, que ce qu'il me fallait pour acheter une caisse, quelques provisions et me faire expédier par un ami complaisant. Cela coûte 1 000 francs de Tiflis à Pékin. Mais dès que je les aurai gagnés, la compagnie sera remboursée, je vous le jure. Je vous crois, ami Kinko, je vous crois. Et à votre arrivée à Pékin. Zinka est prévenue, on transportera la caisse à son logement de l'avenue Chakwa. Et c'est elle qui paiera le port? Oui, monsieur. Et avec plaisir, j'en réponds. Bien sûr, car nous nous aimons tant. Et puis, Kinko, que ne ferait-on pas pour un fiancé qui consent à se transformer en colis pendant 15 jours et qui vous arrive sous la rubrique de glace fragile, craint l'humidité? Ah, vous vous moquez d'un pauvre diable. Non pas. Et vous pouvez être certain que je ne négligerai rien de ce qui dépendra de moi pour que vous arriviez bien sec et d'un seul morceau à mademoiselle Zinka Clark. Enfin, dans un parfait état de conservation. Encore une fois, je vous remercie, monsieur, répond Kinko en me pressant les mains. Croyez-le, vous n'aurez point obligé un ingrat. Eh, ami Kinko, je serai payé. Au-delà. Et comment? En racontant dès que je le pourrai, sans danger pour vous, votre voyage de Tiflis à Pékin. Songez donc, quel titre de chronique! Un amoureux en boîte. Zinka et Kinko. 1500 lieues à travers l'Asie centrale dans un fourgon de bagages. Le jeune Roumain ne peut s'empêcher de sourire. Il ne faudra pas trop se presser, ajoute-t-il. Soyez sans crainte, prudence et discrétion, comme dans les agences matrimoniales. Et alors, après que je suis revenu vers la porte du fourgon, afin de m'assurer que nous ne courons pas le danger d'être surpris, la conversation continue. Naturellement, Kinko me demande comment j'ai découvert son secret. Je lui raconte tout ce qui s'est passé sur le paquebot pendant la traversée de la Caspienne. Sa respiration l'a trahi. L'idée que je l'ai d'abord pris pour un animal, un fauve même, lui semble très plaisante. Un fauve, lui!
tout au plus un fidèle caniche. Puis son éternuement l'a fait remonter l'échelle des êtres jusqu'au rang de l'humanité. Mais, me dit-il en baissant la voix, il y a 2 nuits, j'ai cru que tout était perdu. Le fourgon fermé, je venais d'allumer ma petite lampe, et je commençais à souper lorsqu'un coup a été frappé au panneau. C'était moi, Kinko, moi-même, et cette nuit-là, nous eussions fait connaissance, si, au moment où j'allais vous parler, le train n'avait éprouvé une secousse et ralenti sa vitesse. Un dromadaire avait eu la maladresse d'intercepter la voie, et je n'eus que le temps de me réfugier sur la plateforme. C'était vous, s'écrie Kinko. Je respire. En quelle transe j'ai vécu. On savait que quelqu'un était caché dans cette caisse. Je me voyais découvert, livré aux agents, arrêté, mis en prison, à Merv ou à Bukhara, car elle ne plaisante pas, la police moscovite. Et ma petite Zinka m'aurait vainement attendu. Et jamais je n'aurais pu la revoir, à moins de reprendre le voyage à pied. Eh bien, je l'aurais repris, monsieur. Oui, je l'aurais repris. Et il dit cela avec un tel accent de résolution qu'il est impossible de ne pas reconnaître chez ce jeune Roumain une énergie peu commune. Brave Kinko, ai-je répondu, je suis désolé de vous avoir causé ces appréhensions. Maintenant vous êtes rassuré, et je pense même que vos chances se sont accrues depuis que nous sommes devenus 2 amis. Je demande alors à Kinko de me montrer de quelle façon il est installé dans sa caisse. Rien de plus simple et de mieux compris. Au fond, un siège sur lequel il s'assoit avec l'espace nécessaire pour étendre ses jambes, lorsqu'il les place obliquement. Sous ce siège, fermé par un couvercle, quelques modestes provisions, des ustensiles de table réduits à un simple couteau de poche et un verre de métal. Puis la houppelande et la couverture pendus à un clou, et la petite lampe dont il se sert la nuit accrochée à l'une des parois. Il va de soi que le panneau mobile permet au prisonnier de quitter momentanément son étroite prison. Mais si la caisse eût été placée au milieu des colis, si les facteurs ne l'avaient pas disposée avec les précautions dues à sa fragilité, il n'aurait pu manœuvrer ce panneau et se serait vu contraint de demander grâce avant le terme du voyage. Heureusement, il y a un Dieu pour les fiancés, et l'intervention divine en faveur de Kinko et de Zinka Klork s'est manifestée dans toute sa plénitude. Il me dit alors que, chaque nuit, il a pu se promener à l'intérieur du fourgon et même descendre une fois sur le quai de la gare. Je le sais, Kinko, c'était à la station de Bukhara. Je vous ai vu. Vous m'avez vu? Oui, et j'ai même cru que vous cherchiez à fuir. Mais si je vous ai vu, c'est que je connaissais votre présence dans le fourgon. C'est que j'étais là, vous observant, et nul autre que moi n'aurait eu la pensée de vous épier. Néanmoins, cela est dangereux, ne recommencez pas, et laissez-moi le soin de renouveler votre ordinaire lorsque j'en trouverai l'occasion. Merci, monsieur Bombarnac, merci. Je ne crois pas que j'ai désormais à craindre d'être découvert, si ce n'est à la frontière chinoise, ou plutôt à Kashgar. Et pourquoi? La douane est extrêmement sévère pour les marchandises expédiées en Chine. J'ai peur que l'on ne visite les colis, et que ma caisse... En effet, Kinko, répondis-je, il y aura quelques heures difficiles. Si j'allais être surpris, je serai là et je ferai tout mon possible pour qu'il ne vous arrive rien de fâcheux. Ah, monsieur Bombarnac, s'écrie Kinko dans un élan de reconnaissance, comment pourrais-je m'acquitter? Très facilement, ami Kinko. Et de quelle façon? En m'invitant à votre mariage avec la jolie Zinka. Je veux être de la noce. Et vous en serez, monsieur Bombarnac. Et Zinka vous embrassera. Elle ne fera que son devoir, ami Kinko. Je ne ferai que le mien en lui rendant 2 baisers pour un. Une dernière poignée de main est échangée, et en vérité, je crois que ce brave garçon a les yeux humides lorsque je le quitte. Il éteint sa lampe, il relève son panneau, puis à travers la caisse, j'entends encore un merci et un au revoir. Je sors du fourgon, je referme la porte, je m'assure que Popov est toujours endormi. Enfin, après quelques minutes pendant lesquelles j'ai voulu respirer l'air vif de la nuit, je viens reprendre ma place près du major Noltiz. Et avant de fermer les yeux, ma dernière pensée est que, grâce à l'introduction du personnage épisodique de Kinko dans ce récit, le voyage de leur reporter ne sera peut-être pas pour déplaire à ses lecteurs. Fin du chapitre. Fin du live pour ce soir. On sait enfin qui est le passager clandestin. C'est un Roumain
qui voyage ainsi parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Il voyage dans une caisse clandestinement pour rejoindre sa fiancée en Chine. C'est beau l'amour. Voilà. Merci aux personnes qui sont encore présentes. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis peut-être à demain soir vers la même heure. Allez, bonne nuit à tous. Ciao, bisous.